Nous avons 15 minutes de retard, ce qui n'est pas une mauvaise chose pour les Africains. Que 15 minutes. Nous allons dire que la situation sociopolitique de notre pays, qui s'exacerbe, nous impose de vous réunir ce matin pour vous faire part de nos préoccupations. Nous allons donc donner lecture, comme d'habitude, d'une déclaration liminaire et qui va lancer les débats. Et je vais passer la parole donc à Maître Apiron pour présenter le liminaire. Conférence de presse conjointe des signataires de la charte de l'opposition, ANC, FDR, société civile. Déclaration liminaire. Le peuple togolais en a assez. Chers compatriotes, la situation politique que traverse notre pays, le Togo, atteint un paroxysme inquiétant que nul patriote ne saurait plus ignorer ou banaliser. Ce qui amène les signataires de la présente déclaration, l'Alliance nationale pour le changement ANC, les forces démocratiques pour la République FDR et des organisations de la société civile sous l'égide du Front citoyen Togo Debout et de la Novation internationale, à prendre encore une fois la parole devant le peuple togolais et la communauté internationale. Cette démarche est guidée par une exigence morale et politique. Dire la vérité au peuple togolais et œuvrer sans faiblesse à l'établissement d'un état de droit, débarrassé de l'imposture et de la terreur d'État. Chers compatriotes, nous saluons avec force et gravité le message clair et courageux de la conférence des évêques du Togo, CET, publié le 26 mai dernier. Ce message a mis à nu le pouvoir en place sur le mensonge institutionnalisé, sur l'arrogance outrageuse et le mépris total envers les aspirations légitimes du peuple. Comme l'ont écrit les évêques, je cite, « Une nation ne se bâtit pas durablement sur le silence imposé, sur la peur suscitée et entretenue, sur le mépris de la voix de son peuple, ou encore sur un entêtement à faire croire au peuple le contraire du vrai. Les peurs et les frustrations tuent, se muent en actes désespérés et les colères muettes deviennent des déflagrations imprévisibles. » Fin de citation. Ce constat lucide et sans complaisance vient renforcer ce que nous, forces démocratiques, dénonçons depuis des décennies. Il nous galvanise davantage dans la quête de notre souveraineté confisquée. Le message des évêques converge avec la conscience nouvelle qui gagne progressivement la jeunesse togolaise. L'engagement de M. Sokor Sithiopé alias Affectio, le courage de M. Tchala et Sowe Narcisse alias Amron et la fougue des jeunes influenceurs ont aidé à fissurer le mur de la peur.
C'est le symbole d'un réveil qui s'annonçait progressivement. Ce n'est pas un acte isolé, mais un signal. Les manifestations des jeunes les 5 et 6 juin derniers, brutalement réprimées avec des actes de torture sur les personnes arrêtées, tout comme les prises de parole multiples d'intellectuels, d'artistes, de personnalités au cœur du système, de leaders d'opinion et de citoyens ordinaires, expriment une vérité incontournable. Le peuple togolais en a assez. 20 ans se sont écoulés depuis l'arrivée au pouvoir de Faure Essanvina Gnassingbé. Une douloureuse histoire de succession dynastique, de braquage constitutionnel et institutionnel et de tueries que le Togo n'oubliera jamais. Durant 20 ans, nous avons fait face à des violences politiques, à des difficultés économiques énormes, exacerbées par une corruption endémique qui ont renforcé de grandes disparités sociales. Il s'agit de 20 ans d'échecs en matière de gouvernance et de vision de développement. Le peuple togolais en a assez. Il en a assez d'un régime RPT uni qui l'opprime depuis plus de 60 ans et qui a instauré une dynastie sur la terre de nos aïeux. Le peuple togolais en a assez d'un pouvoir qui bafoue quotidiennement sa dignité, le méprise et le considère comme un ramassis d'idiots auquel l'on peut raconter en permanence des mensonges pour se maintenir en place. Le peuple togolais en a assez d'un chef d'État qui se maintient à la tête du pays sans aucune légitimité, après avoir fait adopter en catimini une nouvelle constitution taillée sur mesure pour prolonger son règne illégitime. Peuple togolais, nul n'ignore aujourd'hui que M. Faure Essanvina Gnassingbé se maintient depuis 2005 à la tête de notre pays, le Togo, par des coups de force répétés, constitutionnels, institutionnels et électoraux, ainsi que par l'instrumentalisation de la justice, des institutions de la République et des forces de défense et de sécurité. L'imposition d'une constitution dite de la Ve République sans référendum, sans consultation populaire et sans consensus national constitue un acte de haute trahison contre le peuple togolais et la démocratie. Les signataires de la présente déclaration réitèrent leur rejet sans appel de cette constitution et se réfèrent à la constitution du 14 octobre 1992 qui stipule en son article 150 alinéa 2, je cite, « En cas de coup d'État ou de coup de force quelconque, pour tout Togolais, désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime constitue le plus sacré des devoirs. » En conséquence, les signataires demandent solennellement et publiquement la démission immédiate de M. Faure Gnassingbé. Il doit rendre le pouvoir au peuple togolais à qui appartient la souveraineté nationale. Il ne s'agit pas d'un appel symbolique. Il s'agit d'une exigence politique, morale et historique dictée par le bon sens, par la vérité et par l'urgence de restaurer la légalité constitutionnelle. Pour ce faire, nous appelons le peuple togolais, dans toutes ses composantes, à rester mobilisé, vigilant, pacifique mais déterminé. À ces moments cruciaux où la République, la patrie et la nation sont en danger, nous appelons solennellement le peuple togolais
pour compter du lundi 23 juin 2025 à s'atteler dûment au plus sacré de ses devoirs constitutionnels, à savoir désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime. Ces implications patriotiques s'accompliront suivant des recommandations qui feront l'objet de communiqués dans les prochains jours. Chaque secteur d'activité doit s'y préparer, chaque citoyen doit s'y engager. Le moment est venu pour les forces alliées contre le système RPT UNIR d'avoir un comportement responsable. Au Togo et dans la diaspora, le moment est venu de mettre fin aux invectives qui fracturent les forces d'opposition. Le moment est venu de construire la convergence basée sur la vérité, la solidarité, la confiance, ces trois valeurs qui constituent le socle de la charte de l'opposition. Des valeurs indispensables pour construire une convergence puissante. Au Togo, comme dans la diaspora, toutes générations confondues, soutenons-nous et, dans le respect de chacun, bâtissons ensemble les stratégies pour déraciner le système de la discorde et de la servilité qui anéantit notre nation. Le Togo n'est pas une monarchie de droit divin. Le Togo est une république. Et dans une république, le pouvoir appartient au peuple et à lui seul. Enfin, les signataires lancent un appel à la communauté internationale, notamment à la CEDEAO, à l'Union africaine, à l'Union européenne et aux Nations unies, afin qu'elles cessent de cautionner, par leur silence ou leur duplicité, une dictature qui nie les valeurs universelles de liberté, de justice et de démocratie. L'heure n'est plus aux compromissions. Le peuple togolais réclame la vérité, la justice et l'alternance. Nous ne reculerons pas. Nous ne nous tairons plus. Nous irons au bout de notre combat et de nos exigences. Et nous n'accepterons jamais la forfaiture comme mode de gouvernement. Vive le Togo libre et démocratique. Vive la souveraineté du peuple. Que Dieu bénisse notre cher pays, le Togo. Je vous remercie. La séance de réponse en vous disant aussi merci de vous être déplacés si nombreux parce que, comme cela a été dit dans le document, je crois que la situation du Togo atteint un point particulièrement inquiétant. Et en tant qu'enfants de ce pays, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. J'en profite peut-être pour répondre à la dernière question en disant que toute action citoyenne, toute action politique qui vise à répondre aux aspirations du peuple togolais, notamment un changement de système, de mon point de vue, ne peut pas être qualifié de récupération politique. Nous étions déjà, depuis des années, dans une lutte avec des objectifs clairement exprimés, avec des actions qui, de mon point de vue, ont eu certainement des répercussions positives pour l'atteinte de l'objectif qu'on s'est fixé. Et je crois qu'il est important et responsable de notre part de poursuivre l'action, de poursuivre la lutte pour faire aboutir le combat. Si je prends votre question dans le sens inverse, j'espère que vous ne nous demandez pas désormais, dorénavant, de croiser les bras et de laisser
la lutte se faire telle que vous semblez l'insinuer. Je ne vais pas en dire davantage, mais j'espère que ce n'est pas ce que vous nous demandez de faire. De rentrer chez nous, de fermer la porte et d'attendre que la lutte se fasse pour qu'on ne nous taxe pas de récupérateurs. Nous sommes des gens responsables. Nous voulons, dans l'organisation, dans le sérieux, dans la rigueur, avec un chemin bien tracé, aller vers l'objectif en minimisant les risques pour les citoyens, en minimisant les risques pour la population. Voilà ce que je pourrais dire pour répondre à votre question. Je poursuis en disant que j'ai souhaité reprendre le texte parce que je crois que je fais partie de ceux qui, par moments, ont lancé des pics à l'endroit des évêques, parce qu'il y a eu des moments où j'ai senti que, contrairement à d'autres pays où on sentait une forte pression positive de la part du clergé, j'avais le sentiment que le clergé au Togo n'en faisait pas suffisamment. Mais force est de reconnaître que la dernière sortie des évêques est quelque chose de particulièrement important, de particulièrement illustratif de la situation délétère dans laquelle se trouve le Togo. Et dans ce texte, nous avons dit que nul patriote ne saurait plus ignorer ou banaliser cette situation. Et nous ne voulons pas l'ignorer, nous ne voulons pas la banaliser. Les évêques disent que une nation ne se bâtit pas durablement sur le silence imposé, sur la peur suscitée et entretenue. Et il y a un passage qui dit que les peurs et les frustrations tuent, se muent en actes désespérés. C'est Gildas qui a demandé quel bilan faisons-nous des 5 et 6. Je peux en faire un petit bilan en disant que c'est comme si c'était des paroles prémonitoires. Les évêques ont compris que, à force de pousser trop loin le bouchon, ce pouvoir risquait d'avoir un gros effet boomerang. Ce pouvoir risquait de recevoir comme une grosse gifle l'exaspération du peuple congolais. Et ce qui s'est passé, les 5 et 6, pour moi, ce n'est que le début. On en fait qu'un gamin, on a dit, ce n'est que le début de la manifestation de l'exaspération du peuple togolais. Nous avons dit le peuple togolais en a assez. C'est parce que nous avons voulu rester polis. Le premier choix que nous avions fait, c'était le peuple togolais en a marre. Le peuple togolais en a marre. Et nous n'allons plus jamais continuer de supporter un tel système qui a mis en place. On est des esclaves. On a parlé de système de servilité. Ce n'est pas une république où on permet à un peuple de s'exprimer. Ce n'est pas une république où on permet à un peuple d'avoir des aspirations. Et les dirigeants, eux, essaient de répondre aux aspirations du peuple. C'est un pays où quelques-uns sont à la tête, usent et abusent de leur pouvoir, se servent des ressources de la nation, pendant que la grosse majorité est là à croupir dans la misère. Et en plus, on fait un mandat, on en fait 2, on en fait 3, on en fait 4, et on se dit, bon, finalement, est-ce que j'en fais un 5e ou je mets simplement en place un système qui ne me fera même plus compter les mandats? Mais sommes-nous des animaux? Et donc, Gildas, en termes de bilan, je dirais que les 5 et 6, c'était déjà la première illustration de cette exaspération, pour reprendre les termes des évêques, les actes désespérés d'un peuple qui veut absolument le changement. Il y a eu des jeunes qui sont sortis.
Il y a eu des affrontements avec les forces de l'ordre et de sécurité. Il y a eu des arrestations. Et ce qui nous a tous touchés, bien sûr, c'est que parmi les personnes arrêtées, il y a eu par endroits des actes de violence, il y a eu des actes de torture. Je me permets ici de citer la brigade anti-gang de Djidjolé. Je ne sais pas ceux qui y sont. Je ne sais pas quelles sont les forces de sécurité qui y sont. Je ne connais pas leurs responsables. Mais nous avons eu des témoignages douloureux de la part des personnes qui y étaient. Et je me souviens que le jour où ils ont libéré le jeune collègue médecin, je lui ai posé la question, est-ce qu'on t'a battu? Il m'a regardé gravement, il m'a répondu, sauvagement. Et vous pensez que nous allons continuer à accepter? Et vous pensez que nous allons le faire tout simplement parce que nous nous taxons de récupérateurs? Nous allons continuer le combat. Je ne vais pas monopoliser la parole, il y a eu beaucoup de questions, je vais laisser la possibilité aussi aux autres de répondre. Et nous sommes là pour parler de notre pays. Merci beaucoup. Merci. Je ne vais pas revenir sur les remerciements pour être. Vous êtes déplacés aussi nombreux. Mais je vous prierai, je ne dirai pas pour une fois, mais je vous prierai de bien lire et relire le texte. Il a été écrit, rédigé avec sérieux, avec beaucoup de sérieux, pour pouvoir illustrer la situation, montrer ce qui se passe et dire ce qu'on compte faire à l'avenir. Donc, je vous prie de prendre le texte et de le lire ligne par ligne, vous y découvrirez beaucoup de choses. Également, je vous inviterai à, vous l'avez certainement fait, à relire le message de la conférence des évêques du Togo et à chercher à détecter ce qui est écrit, ce qui est derrière les mots. Il y a une phrase qui se termine par RPD mur sans tête, votre entêtement, votre entêtement à faire croire au peuple le contraire du vrai. Votre entêtement à faire croire au peuple le contraire du vrai. C'est écrit avec précision, c'est écrit avec rigueur. Ça veut dire quoi? La 5e République, l'objectif poursuivi est un mensonge. Ils n'ont pas voulu parler de mensonge. On connaît les évêques mesurés, le contraire du vrai. Votre entêtement, ça veut dire c'est beau. Vous entêtez à démontrer que ce que vous voulez faire, c'est pour le bien du peuple, alors que c'est pour votre bien personnel. Et donc, nous devons savoir que le moment est venu. On l'a dit. Ce n'est pas... Nous sommes là-dedans depuis longtemps. Peut-être qu'on ne réussit pas, mais on grignote. On grignote. Et nous sommes là, nous serons toujours là tant que le système ne tombera pas. Nous serons là. Et d'ailleurs, je voudrais, pour ceux qui vous êtes un certain nombre de jeunes, le 12 juin, nous allons rappeler quelque chose. Le 12 juin est une date importante dans l'histoire politique du Togo. Je crois qu'il y a eu les accords du 12 juin pour la conférence nationale, à l'issue d'un combat, y compris de rue. De 1991-1992, 1991 surtout. Et le 12 juin, il y a eu une grande manifestation pour laquelle il était déjà à Décon et
l'accueil commençait à se déplacer à Gagoudou. Donc, vous allez nous parler de récupération, alors qu'ils sont... Non, récupérer rien du tout. Il n'y a pas de récupération. C'est pour ça que dans le texte, il est écrit, le moment est venu d'agir avec responsabilité. De tout le monde. De ceux qui posent des questions, qui doivent manifester un certain respect. Oui. Le moment est venu d'agir avec responsabilité. On parlait d'éviter tout ce qui fracture les forces alliées dans l'opposition. Et donc, je vous invite à cela. Et il y a une question, et ça je le savais, il y a une question qui concerne les élections municipales. Il y a des choses qui concernent les politiques, des actions qui concernent les politiques. D'abord, nous connaissons tous que, au Togo, compte tenu de la manière dont les choses se passent, aller aux élections est un grand problème. Ne pas aller aux élections est aussi un grand problème. Ne pas aller aux élections est aussi un grand problème. Nous avons testé toutes les situations. Et nous disons, pour nous, le processus électoral est un moment de sensibilisation, de mobilisation, pour expliquer peut-être davantage la situation politique. C'est une occasion pour expliquer la situation politique. Que tout le monde sache qui est qui. Ceux qui vont aux élections pour renforcer le système, parce que le système le fait avec beaucoup comment on appelle ça, les indépendants, de ceci. Donc l'objectif est juste de siphonner les voyous qui doivent aller à l'opposition parce que pour des raisons ethniques, familiales, etc., on vote pour le parent ou par réflexe identitaire. Et donc, nous disons, participer au processus électoral, c'est saisir un moment de mobilisation, de sensibilisation sur la situation politique. Voilà ce que je réponds précisément à la question qui concerne la participation au municipal. Je crois que je vais laisser la parole à Maître Apivon, à qui certaines questions sont adressées. Merci. Je crois que sur certains sujets, certaines questions, vous avez déjà apporté des réponses. Je voudrais quand même encore une fois insister sur le fait que lorsque vous regardez les acteurs de notre pays, ceux qui peuvent jouer le rôle de récupérateur, vous les connaissez. Lorsque nous avons, je prends les événements les plus récents, on a déjà posé des actes dans ce pays qui démontrent que nous sommes conscients que le régime qui nous gouverne, le régime RPT unir, doit tomber pour que le pays retrouve la paix. On a posé des actes conscients, vous l'avez vu. Le premier acte de résistance que nous avons posé après les élections législatives et régionales, les conditions dans lesquelles ces élections sont déroulées et qu'on voulait utiliser uniquement les résultats de ces élections pour renforcer la 5e République. Vous avez vu au moins nos deux partis ici, autour de la table. Le premier acte, au détriment de nos intérêts supposés, on a décidé de ne pas siéger à l'Assemblée. Vous croyez que c'est décider de ne pas siéger, c'est un acte anodin?
Les gens nous ont interpellés. Pourquoi vous ne voulez pas? Oui, etc. On a reçu des visites, des chefs cantons, de machin qui ont défilé dans nos maisons pour faire pression pour qu'on y aille. On a dit bien, on ne le fera pas. Parce que le MPT uni croit que, après avoir posé un acte aussi vil, aller s'associer là-bas et faire le semblant d'être là, mais ça renforçait leur position pour dire oui, tout est rentré dans l'ordre. Le premier coup qu'on leur a porté, c'est de refuser de ne pas aller là-bas. Ça leur a fait très mal. Mais après avoir posé ce acte-là, nous avons décidé de nous retrouver avec d'autres d'ailleurs. Certains, en fin de compte, n'ont plus voulu. Mais nous sommes retrouvés dans le format actuel pour adopter une charte. Et dans la charte, on a dit beaucoup de choses. Le problème de notre pays, c'est... Bon, c'est vrai que nous recherchons le même résultat, mais on remarque souvent des coups bas, etc. C'est ça qui nous affaiblit. Et nous avons mis des choses qu'on doit faire désormais pour qu'on ait du respect les uns à l'égard des autres. Et nous avons commencé des manifestations. Nous avons lancé les meetings, les 2 meetings. Bon, c'est vrai, les résultats sont là, on a vu. Mais on peut considérer ces meetings-là comme le point de départ, justement, de la mobilisation. La mobilisation a commencé par ces meetings. On a vu que, bon, la sortie des Togolais était assez mitigée. Mais au cours de ces meetings, les gens nous ont dit ça suffit. Vous avez fait 2 meetings, décidez maintenant d'aller à une marche. Les appels sont venus de toutes parts. Et nous avons même programmé une sortie. On voulait faire comment vous appelez ça? Une marche. On a même fixé la date entre nous. Quand nous avons appris que sur les réseaux sociaux, une date a été fixée pour les 5 et les 6. Nous sommes concertés, on dit, on ne peut pas faire un truc parallèle pour faire croire que nous sommes en compétition avec ceux qui ont lancé ce mouvement. Nous avons donc annulé ce que nous avons voulu faire. Et malgré le fait que on ne nous a pas appelés directement à participer à ces manifestations, nous militants, beaucoup de nos militants sont allés. Et au cours de ces manifestations, nous avons appris de la mobilisation chez nos amis, les frères blogueurs, comment sur les TikTokers. On a appris qu'il y a certains qui entraient dans leur live pour dire ah non, ce qui se passe là, on ne veut plus de partis politiques. C'est le peuple qui doit faire sa révolution, donc les partis politiques ne sont pas appelés. Surtout ne venez pas. Quand on nous dit ne venez pas, nous avons observé. Mais les résultats sont là, ce qu'ils ont fait, c'est quelque chose de bien. C'est un point de départ. Et nous sommes heureux aujourd'hui d'apprendre que ceux qui ont lancé cet appel-là, ils ont compris eux-mêmes que c'est une bêtise, ce n'est pas bon. Et des appels nous viennent de toutes parts aujourd'hui pour que eux là-bas et nous ici, on puisse travailler en convergence. Et notre conférence de presse l'a bien précisé, que nous devons rechercher la convergence de toutes les forces. Que ce soit au niveau de la diaspora, que ce soit au niveau du pays, nous devons taire nos divergences et faire en sorte que toutes ces forces-là convergent vers quelque chose de positif pour que nous débarrassions définitivement de ce système-là qui fait le mal à tout le pays. C'est un système abject qu'on doit tout faire pour chasser. Et nous devons le faire. C'est une obligation pour nous de le faire. Et c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Nous avons lancé un appel, d'autres lanceront, mais nous ferons en sorte que nous puissions ensemble décider d'un objectif précis et décider de la stratégie qu'il nous faut pour y arriver. Et nous avons lancé également un appel à tout le monde, à toutes les forces qui convergent, qui travaillent pour la chute du régime RPT uni. Nous y arriverons. Malgré les difficultés, nous y parviendrons. Donc aidez-nous. Je l'ai dit déjà au cours d'un meeting là, que vous et nous, on est dans le même bateau. La misère aujourd'hui, et vous la subissez aussi autant que nous. Vous, journalistes, vous devez faire en sorte que les divisions réelles ou supposées que nous avons entre nous, qu'on ne cherche pas à les creuser. Au contraire, on doit travailler pour que nous puissions, tous ensemble, atteindre l'objectif. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire rapidement. Avant de revenir, on a parlé abondamment également de ce que
les évêques ont sorti quelque chose de très bien. Et c'est le moment où moi, en les félicitant, je voudrais profiter justement de cette conférence pour lancer un appel solennel aux autres confessions religieuses. Parce que confession religieuse, il n'y a pas que les catholiques. Les catholiques ont eu le courage de dire ce qu'ils doivent dire. Mais en dehors d'eux, il y a les méthodistes, il y a les presbytériens, il y a les musulmans. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont d'accord de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays? Pourquoi ils ne parlent pas? Pourquoi ils ne disent rien? J'ai même entendu un pasteur, je ne sais pas quoi, là, comment il s'appelle, pour dire à leur fidèles dans une église, pourquoi est-ce qu'on Dieu a dit qu'il faut aller parler politique? Il a osé dire pourquoi est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'en dehors de ce qu'on dit, le fidèle doit faire, il va aller faire politique. Comme s'il ne vit pas dans un pays avant de parler de fidèles. Si les fidèles sont dans la misère, leur parler seulement du ciel, sans leur parler des réalités du moment, je ne sais pas quel type de pasteur il est. Alors donc c'est un appel solennel et vibrant que je lance à tout le monde, non seulement aux confessions religieuses, mais nous lançons le même appel à tout ce que nous pouvons appeler regroupements socio-professionnels, les syndicats, tout ça. C'est vrai que les syndicats sont dans des confitures, mais il faut que les forces, toutes ces forces se réorganisent pour l'assaut final contre ce régime. Alors, la dernière chose que je voudrais dire rapidement, c'est en parlant du dossier Amron. Oui, ce n'est pas faux, je l'ai dit, ce n'est pas une interprétation, c'est moi-même qui l'ai dit, que je suis dans ce dossier, je me suis considéré pour lui. Alors, vous savez, lorsqu'un dossier part sur la base de manipulation, comme on la connaît, les choses eux-mêmes, ils ne savent pas. Ils ne savent pas comment il faut faire, comment il faut... Alors, donc aujourd'hui, depuis l'arrestation et son envoi dans ce centre psychiatrique, donc la procédure n'a pas réellement suivi son cours. Nous attendons. Et non seulement moi-même, je suis en train de contacter d'autres confrères avocats pour qu'on constitue un pôle d'avocats. Non seulement pour Amron, mais toutes les arrestations aujourd'hui que nous avons, parce qu'aux dernières manifestations, il y a des gens qui ont été arrêtés. Et non seulement arrêtés, mais sauvagement molestés, battus. J'ai vu ce matin au niveau de mon portable, une dame qu'on nous a montré, qui a eu le courage de se montrer lui-même. Lorsque vous regardez le dos de cette dame, mais vous allez dire, mais ceux qui ont fait ça, c'est des sauvages ou qui? Est-ce que c'est des êtres humains? Les gens qui ont eu le courage de mettre cette femme-là dans cet état, est-ce qu'ils sont des êtres humains? En tout cas, de toute manière, moi je dis, les avocats que nous constituons, ces gens d'actes, on ne va plus les laisser comme ça dans l'anonymat. On portera plainte. On saisira les institutions qu'il faut. Parce que ces gens-là, ils croient qu'ils soutiennent un pouvoir, parce qu'ils trouvent leur prébande là-bas, mais ils ne vont pas tuer, continuer de tuer et les mettre dans ces conditions-là. J'ai appris également qu'un journaliste de la TV5 a eu des difficultés, arrêté à un moment donné, puis relâché après. Parce que la presse, ils ont l'impression que la presse, le journaliste dérange. Lorsqu'on a un événement, vous n'avez pas le droit d'aller, de couvrir. Parce que ce qu'ils veulent faire, ils veulent le faire dans l'anonymat, à catimini chez nous, comme leur constitution de la 5e République. Mais l'information, ça fuse maintenant. Ce n'est plus le temps où c'est seulement Radio Lomé ou TBT qui diffuse les informations. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, eh bien, c'est ça bon. Donc, nous estimons que là où on est, et nous sommes sérieux, le président, celui qui dit qu'il est encore président, nous disons qu'il a fini ses 4 mandats. Ce qu'il a fait là, le subterfuge qu'il a utilisé pour ne plus aller à des élections, ne plus utiliser ce qui est décrié par le monde entier, c'est-à-dire le changement de constitution, il nous a maintenu après 4 mandats, il croit qu'il est plus intelligent que tout le monde. Mais aujourd'hui, les événements le rattrapent. Il croyait qu'à un moment donné, ils ont fini. Lorsqu'il a fait son cinéma, là, qu'il a prêté serment et tout ça, il croyait que c'est fini. Et certains même nous disaient que le train est parti. Ceux qui contestent encore, aujourd'hui, ils sont en retard. Mais le train a déjà déraillé. Est-ce que vous n'avez pas vu que le train a déraillé? C'est un train déraillé. Et de toutes les manières, je sais que tôt ou tard, il partira.
Et je crois que c'est tôt plutôt que tard. C'est ce que j'ai dit, j'ai déjà dit ça. Lorsque le dossier sera au niveau du parquet, parce qu'en réalité, le parquet lui-même est en panne. Donc, on ira consulter le DG, on vous dira. Oui. Tout à l'heure, dans son intervention, Maître Abdouan a utilisé une phrase. Est-ce que c'est des êtres humains? Il ne connaît pas la profondeur de la phrase. C'est ce qu'on veut aujourd'hui. C'est l'interrogation qu'on veut nous imposer. Est-ce que nous voulons être des hommes ou bien nous voulons être... Il y a un mot dans le texte qui parle de servilité. Quand on est un homme, on est civil. Mais dans la vie, il y a ceux qui veulent être des hommes et ceux qui se disent, bon, je vais profiter de la situation pour me mettre dans la poche. Et nous, depuis toujours, on a voulu être des hommes. Juste des hommes. Un homme, il est dit. Mais chacun doit se battre. Chacun doit se battre pour que son prochain ne le considère pas comme un idiot. Parce que le prochain est peut-être lui idiot. Mais il ne faut pas se laisser considérer quand on est un homme comme idiot. Que le peuple togolais ne se laisse pas considérer comme un ramassis d'idiots. Parce que ce qui a été fait là, modification de la Constitution, on a modifié, on a fait n'importe quoi, à tort et à travers. Et tout le monde le sait. Quand ils ont modifié la Constitution, ils ont fait des... ils ont monté des hommes intelligents qui ont dit qu'ils sont allés où? En Inde. Ils sont allés en Inde, non? Pour voir. Ils disent qu'ils sont allés, ils ont pris aussi comme exemple l'Italie. Bien. En Inde et en Italie, le chef de l'exécutif est nommé par le chef de l'État. M. Paul Nassingbe, il a fait des acrobaties pour se faire nommer chef de l'exécutif, cumulant toutes les fonctions de président de la République de la 4e République. Il a tout ramassé en ses mains. Mais la Constitution dit le président de la République est le chef de l'État. M. Paul Nassingbe n'est pas le chef de l'État. En Inde, je reviens à ce que je disais, en Inde et en Italie, il y a un acte formel de nomination du chef de l'exécutif par le chef de l'État. Cherchez, quand on veut contester, on cherche et on conteste. Donc, quand nous affirmons qu'il n'y a pas un acte officiel qui attribue la légitimité à M. Paul Nassingbe. C'est vrai. M. Paul Nassingbe aujourd'hui est quoi? Il est le chef de la majorité à l'Assemblée nationale. Il est le chef de la majorité, du parti majoritaire. Il n'est que le chef du parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Et encore, quelle Assemblée nationale? Sur des élections frauduleuses. Même on dit ça. Il est le chef du parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Pourquoi le parti majoritaire à l'Assemblée nationale va nommer le chef de l'exécutif? Au nom de quoi? Interrogeons-nous. Au nom de quoi? Son parti est une association. Ce n'est qu'une association. Il ne peut pas nommer. Il ne peut pas. On dit que l'Assemblée nationale a pris acte de la désignation par le RPTI du chef. Non, ça n'existe pas.
C'est pour ça que nous disons, il n'a aucune légitimité. Il n'en a pas. Aucune. Et nous devons imposer cela dans le pays. M. Faure n'a pas de légitimité. On dit, en Inde, ils disent qu'ils sont allés voir en Inde. Est-ce qu'ils ont regardé que le président, le chef de l'État, qui leur a écrit que le président de la République est le chef de l'État? C'est eux-mêmes. Si le président de la République est le chef de l'État, il doit nommer, comme ça se fait dans les régimes parlementaires normaux, mais le régime parlementaire en Grande-Bretagne ou bien en Allemagne. En Grande-Bretagne, c'est le roi ou la reine qui nomme. C'est le régime parlementaire. Le roi ou la reine nomme le premier ministre. Non, on n'a pas dit que son parti non, c'est un acte. En Allemagne, c'est le président de la République. Quand vous dites que c'est le chef de l'État, laissez le chef de l'État faire. Le chef, quand dit le président de la République est le chef de l'État. Mais le chef de l'État, ça dit, c'est la fonction suprême. Il n'y a personne au-dessus de lui. Amenez-le. Là, vous-même, vous ramassez tout. Vous mettez ça à quelqu'un qui n'est pas le chef de l'État. Il a rien à dire. Quel est le mandat qu'il a? Bon, si demain on dit de démissionner, il va dire, bon, j'ai fait 3 ans de mon mandat, quel mandat? On dit de démissionner. Il a fait quel mandat? 3 ans, 2 ans, 1 an de quel mandat? Ces questions-là, nous devons nous les poser. On n'écrit pas une constitution pour s'amuser. Si des roulards sont venus l'aider pour écrire une constitution dans laquelle il y a n'importe quoi, il faut qu'ils réfléchissent un peu. Ils s'adressent à des hommes qui, eux, ont le devoir de réfléchir. Nous avons le devoir de réfléchir. Nous avons le devoir de refuser qu'on nous traite comme un ramassis d'idiots. C'est notre devoir. Dans une constitution, on vérifie quel est l'équilibre des pouvoirs. Quel est l'équilibre des pouvoirs? Vous dites que vous écrivez une constitution avec un régime parlementaire. Et vous mettez là-dedans que si jamais le Premier ministre est renversé, ce n'est pas lui qui tombe. Comme ça se passe dans tous les pays du monde. Si on le renverse, il ne tombe pas. C'est l'Assemblée qui l'a renversé qui tombe. Et vous avez vu ça où? Et vous avez vu ça où? Vous amusez avec nous. On écrit n'importe quoi dans une constitution. Non! S'il vous plaît, vous devez nous aider à débusquer ces choses dans. Il y en a plein. Il a élu 2 personnes et lui, il peut faire tomber une assemblée constituée d'élu. Il est juste élu par son parti. Encore, je ne sais pas s'il est élu par son parti. Je suppose que, à ce moment, je suis président du parti, je suis élu. Maintenant, écoutez, ne nous amusons pas. Cette constitution ne vaut rien et est une insulte pour les Togolais. Et nous devons la combattre. Et nous allons voir, nous allons voir qui va combattre cette constitution pendant le processus électif à venir. Quand on dit bien agir, non, c'est pas bien agir, bien avaler, bien manger. On va voir qui va combattre cette constitution. Le volet qui a agi. Ceux qui vont inviter à vouloir avaler. Nous allons les voir. Nous allons voir, examiner leur attitude par rapport à la constitution de la 5e République. Et vous soyez à quel je lis ce livre
Donc, il faut que nous soyons sérieux, rigoureux et combatifs. Nous avons dit à plusieurs ici, vous savez, on est pas en train de courir à 100 mètres. Mais le marathon est en train de se terminer. Le marathon, là, on court depuis un mois. Et il va se terminer bientôt. Notre devoir est de sensibiliser nos compatriotes, de leur dire que, bon, ils ont raison sur certains points. Parce que à un moment, ils étaient disponibles. Ils se sont lancés dans le combat. Et nous avons un peu dilapidé leur disponibilité. Il faut le reconnaître. Mais nous sommes là. Et notre devoir est de leur expliquer. De leur expliquer que c'est une blague. Cette constitution n'est qu'une blague. On compte sur, mon ami, la terreur d'État. Tu comptes sur ça. Ouais, on veut un État qui doit débarrasser de l'imposture et de la terreur d'État. C'est ça. Vous n'êtes pas d'accord, vous le dites, ça ne doit pas vous coûter la vie. Vous n'êtes pas d'accord, vous contestez. Et on va comment je dirais, torturer, battre un médecin, un jeune. Parce qu'il a droit, il a marché, alors c'est ces choses-là qu'on ne veut pas. Merci. Merci. Nous dire que nous avons souhaité nous rencontrer aujourd'hui. Parce que pour nous, il était important qu'on puisse marquer clairement dans votre esprit et dans l'esprit de chaque citoyen un certain nombre de faits, de vérité. La première chose, c'est que nous affirmons et nous réaffirmons la nécessité pour le président Faure Sozimana Gnassingbé de démissionner. Il doit démissionner. Il doit démissionner pour des raisons claires et objectives. La première raison, c'est qu'il n'a pas de légitimité. La deuxième raison, c'est parce qu'il y a un échec de sa gouvernance. Que vous voyez sa gouvernance au plan politique, je pense qu'on a donné suffisamment d'exemples où on peut se permettre d'arrêter les journalistes, de récupérer leur matériel, les obliger à effacer les images, attraper un jeune médecin, le bastonner, pour reprendre ses propres termes, sauvagement, et puis tranquillement aller chez soi, parce que c'est une république bananière. Il a échoué au plan économique, parce que dans notre pays, malheureusement, nous n'avons jamais été en mesure de puiser les ressources du pays et de les utiliser à bon escient, de les utiliser afin d'aider le Togo à se développer. Quand on compare deux pays similaires, le Togo et le Bénin, du président Talon, on peut clairement dire que la gouvernance de Faure Sozimana Gnassingbé a échoué au plan économique. Donc, M. Talon fait quand même des efforts pour relever le niveau économique de son pays. Et enfin, je pense qu'il a échoué au plan social quand il s'entoure de 87 félons qui ont accepté l'accompagner dans cette aventure sinistre. C'est un échec. C'est un échec parce que c'est un modèle mauvais qu'il laisse aux jeunes générations. Pour toutes ces raisons, Monsieur le Président Faure Sozimana Gnassingbé, vous devez rendre le tapis. La deuxième chose pour laquelle nous avons souhaité que vous soyez là, c'est parce que nous voulons dire clairement que aujourd'hui nous lançons un appel. À titre personnel, je l'ai déjà dit, je l'ai répété. Arrêtons les invectives. Ça ne nous apporte rien. Ça ne sert pas la lutte.
ça dessert la lutte. Il y a des propos, des affirmations gratuites venant de personnes qui sont supposées être des alliés et qui ne servent à rien. Nous l'avons redit dans le message d'aujourd'hui. Si nous voulons, quelqu'un a posé la question, quels sont les leviers dont nous disposons? Si nous voulons y arriver, il faut une vraie convergence. Mais cette convergence, elle ne doit pas être une convergence de façade. Il faut la construire sur des valeurs. Et ce n'est pas pour rien que nous avons mis en avant la vérité. Ce n'est pas pour rien que nous avons mis en avant la solidarité et la confiance. Et j'ajouterai peut-être le respect. Il faut une convergence de toutes les générations. Nous avons applaudi l'action des jeunes influenceurs. Nous avons applaudi le courage de Amron. Nous avons applaudi l'engagement d'Affectio. Parce qu'ils sont à l'image de la jeunesse du Togo. Ce sont aujourd'hui des modèles. Et grâce à eux, le mur de la peur est en train de se fissurer. Nous avons organisé beaucoup de manifestations, mais on ne comprenait pas pourquoi est-ce que la jeunesse n'y arrivait pas. Pourquoi est-ce que la jeunesse ne répondait pas? Aujourd'hui, on a le sentiment que grâce à eux, enfin, cette jeunesse se réveille. Mais seuls nous ne pourrons pas le faire. Seuls nous ne pourrons pas le faire. C'est la main tendue. Donc c'est un appel à une vraie convergence, afin que ces influenceurs qui s'inscrivent maintenant dans la lutte pour le changement de système, nous puissions apporter un certain nombre de compétences, qu'ils puissent apporter leur grande capacité et qu'ensemble, avec les autres forces de résistance, nous puissions enfin déraciner ce système. Le troisième et dernier message, c'est à l'endroit des citoyens. Nous l'avons dit, il est temps de désobéir. Ce n'est pas nous qui l'avons dit, c'est notre constitution de la 4e République, celle pour laquelle nous avons voté tous ensemble, pas celle illégitime et illégale qu'on nous impose. Et cette constitution de la 4e République nous invite à désobéir en son article 150 alinéa 2. Nous devons désobéir. Et nous avons dit, à partir du 23 juin. J'ai été surpris que personne ne me pose la question. Pourquoi pas aujourd'hui, pourquoi pas demain? Et pourquoi la date du 23 juin? Je vais quand même me permettre de répondre à quelqu'un, apparemment vous voulez poser la question, donc j'anticipe la question, et je dis que c'est pour un certain nombre de raisons. Nous sommes des gens responsables. Nous savons que nous avons des enfants qui sont en train de finir leur année scolaire, et que le baccalauréat commence, je crois, le 17. Nous avons dit, nous n'allons pas perturber le baccalauréat. Les enfants ont trimé, ont fait des sacrifices pour que les enfants puissent aller à l'école. Ce n'est pas le moment de perturber les enfants. Laissons-les rester dans leur concentration, aller au bac et nous prions pour eux. Mais après cela, quels sont les leviers de notre condition? Et je vais répondre. Pour nous, nous sommes en train de construire quelque chose. Lentement, mais sûrement. Chaque couche sociale doit se sentir concernée. La désobéissance doit émaner de chaque citoyen, de chaque couche sociale. Et je donne un exemple. Déjà, nous avons des corporations qui viennent vers nous. Je suis médecin, je peux vous dire ce que nous sommes en train de discuter au sein de la corporation médicale. Je l'avais dit tantôt, nous allons y aller par des options qui vont préserver au maximum l'intégrité de chaque citoyen. Et pour ce qui est de la santé, nous n'allons pas sortir pour nous déverser dans les rues. Cela peut-être se fera à un moment. Mais pour l'heure, nous sommes en train de nous orienter vers un système de greffe de zèle. C'est la première étape d'un cheminement qui, nous l'espérons, va nous conduire vers la fin de ce système. Il faut qu'on mette fin à ce système. La santé est en train de réfléchir à des options. Et notre appel, c'est également à l'endroit des autres syndicats, à l'endroit des autres corporations. Si vous imaginez des options qui peuvent vous permettre de perturber ce système, d'arrêter le fonctionnement de ce système, de désobéir,
n'hésitez pas, vous nous connaissez, n'hésitez pas, venez vers nous, exposez-les. De la même manière, nous irons vers l'ensemble des corporations, nous irons vers l'ensemble des couches, pour que chacun, dans son génie, nous dise ce que nous pouvons faire ensemble pour abattre ce système. Voilà, donc, je vais m'arrêter là parce que je n'ai pas là pour également dévoiler tout ce que nous avons en tête. Mais les choses ont commencé, les leviers sont... J'ai dévoilé, mais il faut qu'ils comprennent que nous sommes en train de travailler. Que ce n'est pas simplement un appel symbolique. Nous sommes déjà dans le concret. Nous avons déjà commencé le travail. Merci beaucoup. Il y a encore quelques questions. Nous voudrons bien les prendre. Tenter d'y répondre. Alors, je vais retourner le micro à la table pour remercier les journalistes et mettre fin à cette... Bien, on va être très bref. Je vous remercie d'avoir, je ne vais pas dire assisté, participé à ce débat, à cette conférence de presse. J'espère que nous avons dit l'essentiel de ce que nous avons à dire et je souhaite, j'espère, que vous relayerez efficacement, parce que nous en avons besoin, ce que nous avons dit ici. Et comme nous allons continuer la sensibilisation, nous souhaiterions que vous soyez aussi nombreux à notre prochaine invitation. Donc, merci beaucoup. Afaya namilo yo abobo amo lechelo magan leche amagan leche la afaya namilo yo makawe leche la afaya namilo yo magan leche la afaya namie ole daliotoma ole lidiotoma wazaru leche la afaya namilo yo